Alors Rosanna, on se voit aujourd'hui pour parler un peu du principe de la garde à vue et du contexte juridique actuel. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu de ton expérience et de ta place toi, en tant qu'avocate? J'ai été appelée donc samedi pour une personne qui était en garde à vue dans le cadre de la manifestation du 23 mars à Nice. Et c'est une garde à vue qui n'a ressemblé à aucune garde à vue que j'ai pu assurer, en tout cas à des personnes que j'ai pu assister par le passé. C'était effrayant. En fait, j'avais peur. Je me trouvais à Auvar et j'avais peur, mais pas pour moi, pas pour ma personne, mais dans la façon dont se déroulaient les choses et dans la façon dont les professionnels qui travaillaient là, notamment les policiers, n'avaient aucun recul sur les ordres qu'ils exécutaient, sur la façon dont ils les exécutaient. Mais je pense qu'ils ne mesuraient pas, en fait, à quel point on leur faisait faire le sale boulot et à quel point ce boulot était sale, justement. Quand on arrive en garde à vue, la première chose qu'on fait en tant qu'avocat, en fait, professionnel, puisqu'on est là pour assister à quelqu'un qui en a besoin, qui a sollicité un avocat, c'est qu'on demande à voir la notification des droits qui lui a été faite et l'infraction qui lui est reprochée. Normalement, on se rend dans un bureau et puis on discute avec le policier qui est en charge de l'enquête et donc il nous explique un petit peu le contexte de l'arrestation, de l'interpellation et puis il nous montre la notification des droits, l'avis à médecin, etc., etc. Au seul interlocuteur, on avait en fait une sorte de desk qui avait été mis à l'extérieur où il y avait 2 policiers qui étaient armés, qui avaient une imprimante comme ça à la queue leu-leu et ils sortaient un par un avec les menottes, on les photographiait, on leur prenait leurs affaires et hop, au suivant. Et donc je discute avec une consoeur, je lui dis mais moi j'en ai rien à faire qu'ils soient débordés, c'est pas mon problème. Et là, un policier, donc un des 2 qui était sur le desk, qui dit les avocates là, tu les éloignes parce que là je commence à entendre des choses qui ne me plaisent pas du tout. Et ce dossier-là, cette notification de droit, je n'ai jamais pu y accéder. Jamais. Je vais quand même pour attendre et pour pouvoir rencontrer mon client qui se trouve en garde à vue depuis plusieurs heures. Et en fait, on se retrouve plusieurs avocats à la queue leu-leu parce que matériellement, il n'y avait pas assez de place. En fait, personne ne pouvait faire son travail dans des conditions correctes puisqu'il y avait beaucoup trop de personnes placées en garde à vue par rapport aux capacités de la caserne Auvar, en fait, des écrous. Ils étaient à 5, 6, 7, 8 par cellule. Et ils arrivaient, et ces personnes qui étaient arrêtées, je voyais à quoi ils ressemblaient. En fait, si tu veux, c'était toi, c'était moi, c'était nos oncles, nos tantes, nos parents, nos amis, et Geneviève, c'était notre grand-mère, quoi. Tu vois, c'est notre mamie. On les avait fortement dissuadés d'avoir un avocat, en leur disant... Bon, si tu n'as rien à te reprocher, c'est pas la peine d'avoir un avocat. Ou alors, si tu demandes un avocat, ça va rallonger le temps de la procédure. Et alors, petit conseil, la seule personne qui est de votre côté lors d'une garde à vue, ce n'est pas le policier, aussi sympathique soit-il et aussi avenant soit-il. La seule personne qui est de votre côté, c'est votre avocat. D'accord ? Donc, il ne faut pas croire les promesses qui vous disent que sans avocat, tu sortiras plus tôt ou sans avocat, tu n'auras pas de conséquences. C'est pas vrai. Deuxième droit, c'était avoir accès à un médecin. Et là, pareil, il y avait un médecin qui venait de temps en temps, il les voyait tous à la chaîne, 5 minutes. Je veux dire, comment tu peux voir comment il peut exercer correctement son métier et puis, si jamais une personne s'était trouvée en situation, on va dire, de danger, qui avait un traitement ou quoi, et ben en fait, matériellement, elle ne pouvait pas être vue en temps utile. Alors les policiers, ils étaient là, ils étaient débordés, ils n'étaient pas forcément antipathiques, hein, mais ils étaient débordés, ils ne comprenaient pas en fait ce qu'ils faisaient. Eux-mêmes, ils n'avaient pas trop compris les ordres qu'on leur avait donnés. Ils disent, voilà, nous on obéit, on n'a aucun recours, aucune marge de manœuvre. Alors, bon, on peut le discuter, ça peut-être qu'on discutera tout à l'heure, mais voilà où ils en étaient. Ils en avaient marre, ils avaient envie de rentrer chez eux, c'est tout ce qu'ils voulaient, quoi. Je vois mon client sortir des écrous, menotté et escorté. Et j'ai dû lui courir après l'escorte dans la caserne en disant « Mais où est-ce que vous l'emmenez ?» Ils m'ont dit « Mais on va dresser un PV de carence de l'avocat et on va l'auditionner sans avocat. » Je dis « Mais vous rigolez ou quoi ? Ça fait 1h30 que j'attends pour le voir. » Donc j'ai pu finalement m'entretenir avec lui. C'était tard, quoi. Ça faisait déjà peut-être 5-6 heures qu'il était en garde à vue. Il n'avait rencontré personne. Les personnes en garde à vue ont plusieurs droits. Elles ont le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire. Et faire des déclarations, c'est un droit distinct de celui de répondre aux questions, et ça veut dire que la personne, après avoir décliné son identité, elle dit ce qu'elle a à dire, et personne ne lui pose de questions. Et ce droit-là, il n'existait pas. Mais il y avait aussi
une sorte d'ambiance en fait. C'est quelque chose qui n'est pas palpable, qui n'est pas... C'était quelque chose de très, très désagréable, des personnes qu'on ne voit pas habituellement en garde à vue. Et là, on parle de citoyens lambda qui sont arrêtés et emmenés en garde à vue juste pour avoir été dans la rue à une manifestation. Tout à fait, c'est ça. On est bien d'accord qu'ils ont été arrêtés sur le principe d'attroupement ? Alors, la garde à vue, en fait, elle est prévue par l'article 62-2 du Code de procédure pénale. Elle est admise dans plusieurs cas, dans 6 cas. C'est pour permettre l'exécution des investigations impliquant la présence de la personne, garantir la présentation de cette personne devant le procureur de la République, empêcher que cette personne ne modifie les preuves, ou qu'elle fasse pression sur des témoins ou des victimes, ou encore qu'elle se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être des co-auteurs ou complices, et enfin garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. Donc voilà les cas dans lesquels une garde à vue peut être mise en œuvre. Pour établir si une personne est dans un de ces cas, il y a une enquête qui est menée. On a vu des gardes à vue qui ont été levées avant même que les personnes soient auditionnées. Ce qui montre bien que le but, ce n'était pas forcément de les entendre, mais simplement de les enlever de la rue, de les enlever de cette manifestation, de pouvoir dire, s'avaner devant les médias et dire on a fait tant de déferments et tant de gardes à vue, et voilà, et qu'on avait bien fait parce que, vous voyez, vu le nombre, c'était une très bonne chose, et surtout de les empêcher d'être sur place et de manifester. Et alors, ce que je te dis là, c'est, je ne l'invente pas, parce que il y a une note en fait qui a fuité et dont le Canard enchaîné a parlé, une note qui a été faite au procureur et qui dit qu'il faut lever le garde à vue, de préférence le samedi ou le dimanche, afin d'éviter que les intéressés grossissent à nouveau les rangs des manifestants. On dit aussi qu'il faut quand même ficher les personnes qui sont en garde à vue, même si les faits ne sont pas constitués. Donc là, on est vraiment dans une logique de fichage, en fait. Le fichage des citoyens. Tout à fait, le fichage de citoyens. Quand on est en garde à vue, il faut savoir qu'on apparaît dans plusieurs fichiers après ça. On apparaît dans le fichier TAGE, le traitement des antécédents judiciaires. On apparaît également dans le fichier, le FAED, pour les empreintes digitales, et dans le FNAEG, qui est le fichier des empreintes génétiques. On peut refuser de donner son ADN. D'accord ? On vous dira, et c'est vrai, que la personne qui refuse son ADN est susceptible d'être poursuivie pénalement. Il y a tout un débat judiciaire qui dit qu'il faut que le prélèvement d'ADN soit proportionné, soit nécessaire, et la France a été condamnée en 2017 pour ces faits-là. C'est un risque, mais ça peut être aussi une question de principe, et à juste titre, une personne qui a été mise en garde à vue peut refuser qu'on prélève son ADN. De même pour le téléphone portable. Donner le code PIN, on est dans les mêmes considérations juridiques. Une fois que la garde à vue est levée et s'il n'y a pas de poursuite, etc., on peut également faire des requêtes en effacement des fichiers de traitement des antécédents judiciaires. Donc ça aussi, c'est quelque chose dont il ne faut pas hésiter à s'emparer. Il y a des questions nouvelles qui apparaissent lors des auditions qui concernent en fait le militantisme, on va dire, des personnes qui sont en train de manifester. Alors, les questions qui peuvent leur être ouvertement posées, c'est « êtes-vous militant ?» Comme si le fait de militer était un comportement répréhensible ou une infraction. On leur pose des questions sur leurs affiliations à des syndicats ou à des associations ou à des mouvements politiques. On leur pose des questions sur leur participation antérieure à des manifestations et lesquelles. C'est quand même dérangeant, parce que là, je trouve qu'on est vraiment à la limite du délit d'opinion, du délit politique. C'est vraiment quelque chose de très dangereux, un glissement qui est... Et ça, c'est tout à fait nouveau, et c'est en rapport avec la loi anti-casseurs ? C'est pas spécialement nouveau, mais en tout cas, c'est devenu quasi systématique. C'est-à-dire que quand une personne n'a pas grand-chose à lui reprocher, on essaie quand même de recueillir ces informations-là, et son ADN, et ses empreintes, et... pour pouvoir savoir qui sont ces individus qui manifestent et tout simplement les ficher, quoi. Dès la minute où on sait qu'une personne, on ne peut rien reprocher à une personne, la minute qui suit devient une détention arbitraire. Alors aussi, ce que j'ai pu observer pendant cette garde à vue, même si c'est quelque chose qu'on observe habituellement, mais c'est pas normal pour autant, on peut le dénoncer, c'est-à-dire que le tutoiement était de mise, c'est-à-dire qu'on tutoyait très facilement, les policiers tutoyaient très facilement les personnes gardées à vue, or normalement ce tutoiement est prohibé
par le code de la sécurité, le code de déontologie des forces de police et de gendarmerie, puisque le policier, le gendarme est au service de la population, hein. C'est bien d'insister. Non, mais voilà, est au service de la population. Sa relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie et requiert l'usage du vouvoiement. Bon, là, ça peut paraître anecdotique sur le tutoiement, mais en fait, c'est quand même une philosophie générale. Et je ne sais pas à quel moment, en fait, on est passé sémantiquement de gardien de la paix à force de l'ordre. Enfin, je veux dire, moi, c'est quelque chose qui m'interroge, mais voilà, il y a eu ça. Donc, cette manifestation du 23 mars, elle intervient aussi dans le contexte de la mise en place de la loi anti-casseurs et de l'interdiction de manifester. Et on voit, en fait, une sorte de confusion ou de brouillement des lignes entre la police administrative et la police judiciaire. On remet en cause une composante essentielle qui est la liberté d'expression, une liberté fondamentale, qui a une valeur constitutionnelle, qui est protégée par tous les grands textes qui s'imposent à la France. Et on a une inversion pratiquement du principe, c'est-à-dire qu'en fait on souhaite soumettre le droit de manifester à une autorisation préalable. On contrôle l'accès aux manifestations, on fiche les manifestants par la police, et tout ça en dehors d'un quelconque contrôle judiciaire. Cette situation n'a fait pas qu'inquiéter les professionnels qui voient ce qui se passe, mais aussi certaines autorités administratives et certaines instances internationales. Donc, notamment le 12 mars 2019, le défenseur des droits, qui a rendu un rapport d'activité 2018, met en exergue en fait l'émergence d'un nouvel ordre fondé sur la suspicion, mais aussi la continuité entre l'état d'urgence et les interpellations préventives. Et il s'interroge sur le point de savoir si les droits de la défense ne sont pas devenus une entrave à l'efficacité de la justice. C'est exactement ce dont je te parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il vaut mieux renoncer à l'avocat parce que finalement ça va plus vite, etc. L'élitement des droits fondamentaux, un accroissement progressif des prérogatives de l'administration, un sacrifice des libertés au profit de l'affichage du maintien de l'ordre. Donc, hormis le défenseur des droits, il y a également le Parlement européen et les experts de l'ONU qui ont pointé du doigt la façon dont se passaient les manifestations en France ces derniers temps. Comme toujours, nous pouvons faire plein de choses. Par exemple, j'invite les policiers à faire de la résistance passive, comme certains OPJ d'un commissariat parisien, ils en ont parlé un petit peu dans Mediapart notamment, qui refusent ou qui vraiment mettent pas du tout de la bonne volonté pour effectuer des gardes à vue comme ça, prescrites par leur hiérarchie, quand elles ressemblent à des arrestations administratives. Ils ont raison parce que chaque policier et chaque gendarme est personnellement responsable de ses actes. Ils ont un devoir d'obéissance, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Et le policier et le gendarme qui exécute un ordre sachant qu'il est illégal engage sa responsabilité au même titre que le donneur d'ordre. Et il y a également un article du Code de la sécurité intérieure qui dit que l'emploi de la force par les représentants de la force publique n'est possible que si les circonstances le rendent absolument nécessaire au maintien de l'ordre public. Dans notre ville, il n'y a jamais eu le moindre incident lors des manifestations, même avec les manifestations de Gilets jaunes. Il n'y a jamais eu de débordement, il n'y a jamais eu de casse, il n'y a jamais eu de manifestants agressifs ou qui pourraient avoir eu des comportements violents. On est loin du cas de ce qui a pu se passer sur les Champs-Élysées. C'est disproportionné, c'est délibéré, parce que ce jour-là, tout le monde avait les yeux rivés sur Nice, tout le monde observait Nice, parce qu'il y avait la venue du président chinois, parce que le maire de Nice avait demandé l'interdiction de manifester et que ça avait fait beaucoup de bruit. Enfin voilà, donc du coup, ça avait entraîné une sorte de mouvement en disant il faut aller manifester à Nice, et ça a été relayé sur les réseaux sociaux. Donc c'est parce que tous les yeux étaient rivés sur Nice que du coup ça ne s'est pas passé comme d'habitude. Nous faisons tous partie d'un système politique et chaque petit geste que nous faisons a une incidence qui nous dépasse. Donc il ne faut pas se dédouaner en se disant moi ce que je fais finalement c'est pas grand chose. Non, chaque geste que nous posons, il faut savoir, il faut lui donner du sens. Il y a aussi l'institution judiciaire qui doit, et ça c'est un appel en fait du syndicat de la magistrature qui dit que la résistance individuelle et collective des magistrats s'impose. C'est-à-dire que c'est facile à un moment donné de vouloir obéir aux instructions qui sont données. C'est facile de vouloir faire plaisir quand on est magistrat du siège, à ses collègues magistrats du parquet qu'on tutoie, avec lesquels on mange. C'est facile tout ça. C'est facile de vouloir faire attention à sa progression de carrière à titre personnel et de ne pas vouloir se faire mal voir par sa hiérarchie. Mais vu l'importance du moment, vu l'importance des responsabilités, vu leur pouvoir et vu finalement le fait qu'ils soient un de nos derniers remparts,
Effectivement, je rejoins complètement la présidente du syndicat de la magistrature quand elle parle de résistance individuelle et collective, parce que si eux lâchent, et les personnes qui ont fait l'objet de ces gardes à vue préventives, il faut qu'elles se saisissent donc des questions du défichage, etc. Et je leur rappelle quand même qu'il existe un article, l'article 432-4 du Code pénal, au terme duquel le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. Donc les dispositions du Code pénal qui ont pu les envoyer en garde à vue de cette façon, des gardes à vue injustifiées, peuvent peut-être aussi leur permettre de dénoncer ce qui leur est arrivé. Donc on a des outils, emparons-nous de ces outils.